Oui, bonjour, donc Michel Soinski, Université de Corse et avocat à Ajaccio. Alors ma question, pour le coup, sur la vision, mais peut-être un peu plus économique que politique. Alors si vous voulez, depuis quelques années, on assiste à une certaine évolution économique, si vous voulez, des développements économiques des différents pays. On passe d'une époque industrielle, qui était dans le XXe siècle, XIXe siècle, vers numérique. Ça veut dire que d'une époque industrielle où finalement c'était les richesses rares, la circulation des richesses rares, et sur ça que l'Union européenne était fondée, hein, c'était libre-échange des produits, des matières rares qui étaient transformées, on passe à une économie d'échange d'informations, de données, et finalement ce sont des actifs immatériels qui se retrouvent porteurs des valeurs essentielles dans le cadre du développement économique. Et on passe aussi à une autre vitesse, si vous voulez, de développement. Donc on était à 30-40% à l'époque industrielle, on passe à 300% ou 400%, mais il faut suivre maintenant. Donc peut-être, moi je me pose cette question-là. D1, est-ce que l'Union européenne, qui était fondée sur les principes de l'économie industrielle, est suffisamment armée pour répondre à les objectifs et des enjeux de l'économie numérique? Ça, c'est la question numéro 1. Des deux, si vous voulez, est-ce qu'on n'est pas dans une situation de nécessité de renégociation parce que c'est l'économie qui change, qui fait que les accords valables il y a 30 ans étaient bons ou mauvais à l'époque, c'est une chose, mais de toute manière, c'est la réalité qui change. Est-ce que ce n'est pas une nécessité de renégocier? Et des trois, si vous voulez, comment aborder des sujets absolument essentiels dans le cadre du vision d'ici pas si longtemps, 10 ans, mais peut-être 5 ans, peut-être l'année prochaine, des éléments. Donc je vais prendre un exemple peut-être un peu plus clair. Et par exemple, concernant la protection des propriétés intellectuelles, des brevets. Donc aux États-Unis, il y a un phénomène un peu qui se développe très bien, ce sont des patent trolls. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des entreprises qui en fait déposent des brevets plus ou moins irréels, mais en tout cas qui ont la capacité de bloquer des entreprises qui innovent réellement. Ça marche tellement bien que ces entreprises sont cotées en bourse aux États-Unis. Donc la question est, est-ce que suite à cet accord, ces entreprises qui existent de facto déjà aux États-Unis vont pouvoir empêcher nos entreprises européennes d'innover? Est-ce qu'on va pas avaler un tout petit peu cette pilule très douloureuse? La même chose, un deuxième exemple, si vous voulez, c'est par rapport à système des franchises aux États-Unis. Donc, si vous voulez, système un tout petit peu particulier de partage des éléments immatériels et qui est très, très fortement implanté là-bas. Et les systèmes plutôt des coopératives côté européen. Est-ce que là aussi, il ne va pas y avoir lieu à un véritable choc sur lequel peut-être on est basé sur des éléments différents? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était précis tout ça alors. Là, on veut des réponses. Là. Oui, je ne sais pas si je vais vous donner des réponses, mais au moins ce qui est, je trouve très intéressant dans les exemples que vous signalez, c'est que ça met le doigt un peu sur ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la disparité dans laquelle on continue d'évoluer, nous, en Europe, entre les différents États membres, avec des normes, des façons de faire, des pratiques qui restent encore très, très éparpillées et qui, du coup, alors moi, je ne sais pas si on était dans une hégémonie, moi, je n'ai pas été élevée dans une famille où on me disait que l'hégémonie de l'Europe, c'était contre les États-Unis, mais je ne sais pas si ça nous donne les armes effectivement suffisantes pour être suffisamment moins sur la défensive, ce que nous sommes encore beaucoup, et plus dans la prospective. Or, je le redis par incidence, il y a plein de choses que nous savons faire mieux, sur lesquelles nous pouvons tout à fait vendre notre compétence. Je n'y reviens pas. Je crois qu'il y a aussi un vrai problème que nous continuons de rencontrer, c'est qu'on n'arrive pas à régler la manière dont on prend nos décisions en Europe. Et il y a toujours encore cet aller-retour entre la responsabilité entre les institutions européennes et les États membres. Et ça pèse beaucoup sur des parlementaires comme nous quand des décisions dans différents domaines doivent se prendre. Dit autrement, il y a quand même toujours une forme de rejet vers l'Union européenne des décisions qui ne conviennent pas dans différents domaines, et dans celui que vous signalez aussi, qui dédouane d'une certaine manière l'État membre ou les États membres qui freinent des quatre fers dans différents domaines. Et on pourrait citer, alors pour le coup, sur les questions de fiscalité ou sur les questions économiques.
Hein? Oui, de gaz de schiste, mais enfin, monsieur parlait plutôt des questions économiques, d'harmonisation fiscale par exemple. On sait que tout le monde, ça freine énormément. Donc c'est la question de la responsabilité. Nous, notre boulot, c'est de continuer d'agir pour qu'on soit de plus en plus en commun pour lutter dans ce registre. J'ajoute un dernier élément qu'on n'a pas évoqué. C'est comment on se comporte en matière de concurrence. Et comment, par exemple, on arrive à être suffisamment ensemble face à des entreprises. Tu évoquais le fait que, je ne sais plus tout à l'heure, sur les multinationales, quand on a un commissaire à la concurrence précédent, pas maintenant, précédent, qui a les pires difficultés vis-à-vis des GAFA et qui a du mal à poser ses actes sur cette question de concurrence, je crois qu'on a beaucoup de travail, beaucoup d'avancées encore à réaliser en termes d'unité et d'unité de pensée d'unité de pensée dans l'Union européenne. Donc voilà, des marges de manœuvre et des marges de progression très nettes, ça c'est clair. Oui. Je peux te dire un mot aussi, très rapidement. Sur le numérique, voilà. Oui, un petit mot simplement sur le numérique, pour dire qu'à mon sens, là où il y a vraiment effectivement une marge de progression très importante à faire, c'est dans l'unification du marché du numérique en Europe. Où là, il est vrai qu'effectivement, on a un déficit vis-à-vis des États-Unis, qui est qu'il y a 28 marchés très, très fragmentés. Et c'est pour ça qu'on a fait à la Commission européenne, c'est pas le sujet de ce soir, mais je vous le signale simplement, des propositions d'assez grande envergure qui sont maintenant examinées par le Parlement, évidemment, européen, pour créer un véritable marché unique du numérique. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Sur la question des patent trolls, et plus généralement du type des abus en général qui peuvent exister. Patent trolls. Voilà. Alors ça s'écrit. Voilà. Les trolls des brevets en France. Voilà. Il n'y a qu'un seul T. Bref. Oui, c'est ça, voilà. Bref, la question des patent trolls, je pense je pense pas que le traité transatlantique en soi puisse être un véhicule pour eux, parce que rien ne les empêche déjà aujourd'hui de faire des procès à des entreprises européennes qui, soi-disant, violeraient leur brevet. Le phénomène peut tout aussi bien se développer vis-à-vis de Munich que vis-à-vis de l'Office des brevets américains. En revanche, là où je crois que l'accord transatlantique pourrait aider, c'est que si l'on met en place des mécanismes de coopération et de dialogue qui sont prévus, qui sont consultatifs, mais qui sont prévus justement pour examiner les régulations futures et aussi les problèmes futurs qui peuvent se poser, eh bien, ce type d'abus ou de déviation des mécanismes économiques sains peuvent être examinés plus rapidement des deux côtés de l'Atlantique et on pourra plus facilement dialoguer pour essayer de les résoudre ensemble plutôt que de garder chacun nos problèmes, chacun de son côté. Allez, je crois qu'il y a une dernière question. Là. Aussi, n'oubliez pas la feuille jaune, s'il vous plaît, l'évaluation. Monsieur. Mais vous pouvez mettre des cartons jaunes aussi. Si vous voulez. Oui, merci. De fait, sur cette affaire, je crois que les informations sont extrêmement parcellaires et extrêmement floues. Et vous ne nous en avez pas dit beaucoup plus. Par contre, un petit détail que j'ai piqué au vol, je crois qu'il a été cité par Madame au milieu, le document auquel elle aurait eu accès dans une chambre noire fait 150 pages. Connaissant la production juridique des États-Unis, de l'Europe, des États qui composent l'Europe, je suis extrêmement étonné, parce que 150... Attendez. Partez pas sur une fausse piste. Madame, je ne cite pas de fausse piste. J'ai j'essaie d'en tirer J'ai illustré mon propos tout à l'heure de l'opacité en disant il nous arrive de nous retrouver, alors je confirme tout le début, le document de 150 pages, il en faisait peut-être 350, ne vous fixez pas là-dessus. Même 350, un accord entre l'Union européenne et les États-Unis portant sur tous les échanges de biens et services et de tous leurs accessoires en termes réglementaires, qui ferait 350 pages, en ferait-il 650 ? Je trouve cela extrêmement short, pour utiliser un anglicisme. Et alors, si on associe un texte de ce volume
à une procédure arbitrale dont on ne connaisse pas encore les contours, on peut dire que l'on change de royaume juridique. On passe carrément du côté anglo-saxon. Et je m'inquiète d'autant plus pour les services de la Commission, par exemple, dont on dit qu'ils ont une production documentaire très importante, au point de définir la courbure des concombres. J'imagine qu'avec un texte de 350 pages et une procédure arbitrage, la courbure des concombres n'a plus lieu d'être. On va pouvoir licencier par milliers de personnes les gens de Bruxelles. Et accessoirement, dans les États qui composent l'Union. Allez, dernière question. Parce que il y en a encore. Voilà, ça se déchaîne. Ouais, là. au-delà du concombre, moi, ce que j'aimerais connaître, c'est dans le volume des échanges entre les États-Unis et l'Europe. Alors, le solde est-il plutôt positif pour les États-Unis ou pour l'Europe? Pour l'Europe. Alors, est-ce que les États-Unis vendent plus en Europe ou est-ce que les Européens vendent plus? Non, c'est quand même la question fondamentale. Globalement positif pour l'Europe. Donc, il y a beaucoup d'emplois créés en Europe grâce aux consommateurs américains. Oui, absolument. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles Absolument, c'est ça. sont. Et Ouais, est-ce tout à que fait. le déficit est très important? Pardon? Est-ce que concrètement, ce différentiel est important? Est-ce que vous avez des chiffres? Le chiffre exact, je ne l'ai pas sous la main, mais... L'ordre de grandeur. Là, on n'est pas dans le concombre, là. Hein. Non, j'ai pas sous la main, franchement, mais je crois que c'est dans le dossier qui vous a été Bon, mais donné. c'est pas grave. Désolé. Alors, donc, C'est pour po- l'essentiel, le volume des échanges est fortement positif pour l'Europe. Oui, mais par ailleurs, j'ai pas cité ce chiffre. J'ai pas terminé. D'accord. Alors, ensuite, oui, alors, ensuite, dans les sensibilités pro-américaines, anti-américaines, etc., quelles sont en Europe? Il y a des pays qui ont une sensibilité très économie de marché, donc très américaine. Bon, alors quels sont ces 2-3 pays, par exemple? Les 2-3 pays, on les connaît, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Pour vous donner des exemples, évidemment, le L'Allemagne. Royaume-Uni, naturellement. L'Allemagne, la Non, Pologne. non. Moi, j'aurais Ouais. pas cité l'Allemagne, qui justement a une vision assez protectrice des Oui, choses. protectrice, mais qui vend beaucoup aux États-Unis, qui a des millions d'emplois. Attendez, vous m'avez posé une question différente, monsieur. Vous m'avez posé la question de savoir quels sont les pays qui avaient une sensibilité transatlantique, plus américaine. Oui. Là, je voudrais citer les Pays-Bas, par exemple, Oui, et le Royaume-Uni, ou l'Irlande, si vous voulez. La Pologne, les pays La de l'Est. Pologne, oui, pas forcément, c'est différent. Je les connais. Hein, les pays, Oui, moi aussi, ma femme est polonaise, monsieur, On donc y je va. connais Non, assez bien. donc Ok, bon, no comment. Et Voilà. les Allemands qui ont un intérêt Mais- fondamental, et les Allemands, et pour des raisons légitimes d'ailleurs, qui Oui. ont un intérêt fondamental dans ce commerce. Bon, mais si vous me posez votre question, peut-être que je vous répondrai Oui, allez-y, plus simplement, parce que voilà, c'est pas un jeu de devinette, mais si vous voulez en venir à l'idée que certains pays ont davantage intérêt que la France, Intérêt légitime. c'est tout à fait légitime, bien entendu. Légitime, hein. Moi, je vous rappelle, j'ai commencé par là, parce que c'est frappant, la France considère que le marché le plus porteur pour le commerce français, c'est les États-Unis. Même en matière agricole. Mais Il y a 6 fois... vraiment Je peux terminer. Oui, je peux terminer. allez-y. En matière agricole, il y a 6 fois plus d'exportations aujourd'hui de la France vers les États-Unis que des États-Unis vers la France. Et en plus, des produits transformés à beaucoup plus haute valeur ajoutée que les produits qui sont plutôt des produits bruts que les Américains exportent vers l'Europe. Donc la France aussi a des intérêts très forts aux États-Unis. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple du ferroviaire qui est un exemple, mais il y en aurait des dizaines. D'accord. Et ensuite, les multinationales. Non, je termine sur les multinationales. Alors, C'est un concours de devinettes ou vous non, posez non, des je pose questions non. Ce que je veux introduire, vous l'avez compris. Il y a un discours anti-américain. Qu'il faut rectifier sur des bases utilitaires et économiques, je pense. Hein. Après, on peut aimer les gens, ne pas les aimer, et puis il y a des gens utiles et des gens moins utiles. Hein. Non, mais Non, mais c'est moi qui pose la juste- question. juste- Non, c'est moi qui pose la question. Si je peux- C'est moi qui pose la question. Allez, C'est moi. Alors ensuite, la France est un pays où il y a de grandes multinationales. Tous les pays européens n'ont pas de grandes multinationales comme la France. Non? Lesquelles? c'est un terreau, là. Non, c'est pas. Ben, alors j'aimerais savoir. Allez, la question. Quels sont sur les grands pays européens, non, sur l'ensemble des pays européens, les 4-5 pays qui ont de vraies multinationales. Voilà, la question est posée. Alors, qui répond? Non, mais écoutez, énormément de pays européens ont des grandes multinationales. Mais monsieur,
Mais monsieur, mais bien sûr, la Finlande en a, la Suède en a, les Pays-Bas en ont un certain nombre. Donc il n'y a pas que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, bien sûr que non. Bon, mais où voulez-vous en venir? Je veux en venir que les États-Unis sont extrêmement utiles dans le commerce transatlantique. Oui, mais pas que pour la France, pour beaucoup de pays. Les a priori anti-américains et les a priori anti-multinationales. Parce que le problème de l'Europe, c'est que ces multinationales ne sont pas assez nombreuses et pas assez puissantes. Ça dépend des secteurs. D'accord, Ça dépend des secteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns en France notamment. ça, effectivement, c'est un problème qui n'est pas lié du tout au traité transatlantique, mais qui est lié au problème de croissance des entreprises européennes. Effectivement, on crée beaucoup d'entreprises, mais elles se transforment rarement en grandes multinationales. Là, je vous rejoins tout à fait. Une question féminine, on n'en a pas eu beaucoup, Oui. madame. Merci. Alors, je voudrais revenir sur 2-3 points tout à l'heure que j'avais besoin de, pour moi, peut-être pour les autres, mais en tout cas d'éclaircir. On parlait tout à l'heure d'état démocratique, de la démocratie dans certains pays, que ce n'était pas forcément le cas, etc. On a fêté quand même les 10 ans, le 29 mai 2015, de pacte du traité constitutionnel. Merci beaucoup. Voilà, on a quand même rejeté ça. Bon, on a eu le traité de Lisbonne après, et puis ça a été assez. On s'est quand même assis sur l'opinion des Français sur la Constitution européenne. Donc bon, ça aussi, c'est des questions qui me parlent. Ensuite, par rapport au gaz de schiste, tout à l'heure que monsieur parlait, il me semble que l'ALENA, le pacte avec les États-Unis, le Canada, enfin, et le Mexique, il y a eu un moratoire du Québec qui a refusé l'utilisation du gaz de schiste chez eux. Alors vous dites que ça n'a pas forcément d'impact, que vous serez écouté, etc. Il y a quand même eu donc un procès. La compagnie Lone Pine a demandé 250 millions de dollars de dédommagement. C'est quand même extrêmement inquiétant, hein. Je suis désolée d'en parler comme ça, mais c'est sûr qu'on veut bien faire confiance, hein. On a écouté pendant longtemps que l'Europe c'était une bonne chose, etc. Moi, au départ, j'étais quand même plutôt pro-Europe. Je trouvais que c'était bien. Et là, au fur et à mesure des années, je suis quand même très étonnée, et notamment au niveau de la démocratie, etc. En tant que mère de famille, je suis extrêmement inquiète. Et je suis désolée de vous dire ce soir, vous m'avez pas beaucoup rassurée. Je suis vraiment navrée. J'aurais vraiment espéré avoir des réponses à mes questions et mes inquiétudes. Et je voulais juste terminer. Je m'embrouille un peu, excusez-moi. Mince, j'ai perdu ma dernière question. Ça me reviendra, mais déjà si vous voulez répondre sur les deux premières. Merci. Voilà. Est-ce que le but était de convaincre ou plutôt d'informer ce soir? Oui, je crois qu'on est en train de conclure là, donc moi je veux juste vous dire, je suis intéressée. Ah, vous avez trouvé votre troisième, ça me le fait tout le Pardon, temps. Désolée. Mais oui, voilà. Ben, j'ai 30 ans, je suis issue d'une génération qui est née sous Mitterrand. Je me rappelle comme ça d'une phrase qu'il a citée dans ses mémoires, pratiquement sur son lit de mort, où justement il relayait son point de vue sur la suprématie des États-Unis, qu'il fallait se méfier, que les États-Unis étaient en guerre depuis le début contre l'Europe, que c'était un pays qui cherchait absolument à conquérir absolument tous les droits. Et donc par rapport justement à ce qui s'est passé au Canada et au Québec, vous n'êtes pas inquiet. Essayez de nous rassurer, s'il vous plaît. Merci. Je laisserai Cyril tout à l'heure savoir si vous rassure ou pas. Je crois qu'on a été assez clairs, Marie-Christine et moi, pour donner les lignes rouges qui nous paraissent des choses infranchissables.
des éléments qui, dans ce débat extrêmement fort, nous posent des questions comme parlementaires. Et puis on entend les gens qui ont répondu aux enquêtes, qui se sont manifestés, qui quelquefois nous ont interpellés. Moi, mon but ici n'était pas de venir en vous disant moi, je pense que le TTIP, c'est bien et qu'il faudrait... Je ne pense pas que ce soit bien. Je pense que j'ai été assez claire dès le démarrage. J'ai juste voulu introduire une petite dimension autre qui était de dire ça ne vaut pas le coup de fermer tout de suite la discussion. C'est une grosse divergence que j'ai avec certains autres groupes, c'est-à-dire que me demander... oui, mais toi et d'autres, vous êtes beaucoup. Donc, quand on me demande, par exemple, de dire est-ce que vous pourriez dire tout de suite vous engager à dire non, c'est probablement ce que je ferais, mais je ne veux pas dire maintenant que je vais dire non, parce que dans l'intervalle, j'aimerais bien que le débat, justement, celui qu'on a abordé au travers différents sujets, continue de prospérer. Après, mon choix politique, il se forgera sur la conviction qu'on se fait. Mais fermer complètement le débat, je trouve que intellectuellement, ça ne serait pas satisfaisant. Donc, je ne sais pas, on vous aura peut-être pas rassuré, d'une certaine manière, pardon, mais je n'avais pas très envie de le faire, parce que moi, ça m'inquiète aussi. Donc, je ne vais pas vous rassurer, alors que je suis moi-même inquiète sur les conditions de ce débat. Ce qui doit objectivement nous contraindre et nous obliger, nous, élus, à être extrêmement vigilants sur ce qui est en train de se passer. C'est pas toujours très facile, parce que je ne vais pas revenir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est pas juste 350 pages, c'est vraiment des notions à acquérir et une vigilance protéiforme sur différents sujets à continuer d'avoir. Mais ça, c'est en gros le message que moi, dans mon groupe et moi-même, j'ai perçu de la part de tous les citoyens que j'ai rencontrés. J'ai assez peu rencontré de gens qui m'ont dit allez-y, le TTIP, c'est bien, quoi. Globalement, ça n'a pas été le cas. Donc ça nous incite à la vigilance. Et dernier mot, parce que vous avez évoqué il y a 10 ans, il y a aussi, vous y avez fait allusion, il y a aussi le traité de Lisbonne. Et même s'il a beaucoup de défauts, il nous permet justement, pour revenir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, à élire le président de la Commission européenne qui tombe pas du ciel comme ça. Il se trouve qu'il a, je dirais de mon point de vue, malheureusement gagné les élections. Donc de fait, il a été propulsé à la tête de la Commission et nous avons eu le libre choix, nous parlementaires, de dire oui ou non. Moi j'ai dit non. Voilà, c'est tout. Moi aussi.